à exporter les millions de tonnes de céréales bloquées en Ukraine. La Pologne planche sur la question. La Turquie mise sur un plan de l'ONU et dit attendre des développements rapides. Boris Johnson était ce vendredi à nouveau en déplacement à Kiev. Londres propose de former jusqu'à 10 000 soldats ukrainiens tous les 120 jours. Le forum de dialogue de Prespa se poursuivait en Macédoine du Nord ce samedi. Au cœur des discussions, le feu vert de Bruxelles pour le statut de candidat de l'Ukraine à l'Union européenne. Rassemblement des soutiens de Julian Assange ce vendredi à New York pour dénoncer la décision du gouvernement britannique d'extrader le fondateur de Wikileaks vers les États-Unis. De nombreux pays du sud de l'Europe, comme la France et l'Espagne, subissent une canicule avec des pics de chaleur atteignant les 40 degrés. Comment faciliter l'exportation des céréales ukrainiennes via la Pologne? C'est sur cette question qu'ont planché les deux pays lors d'une rencontre à la frontière ukraino-polonaise au point de passage de Korczowa. Organiser la sortie des céréales ukrainiennes via la mer Noire, c'est ce qu'a de son côté proposé la Turquie lors d'une réunion des ministres de la Défense des pays de l'OTAN à Bruxelles cette semaine. Dans les jours qui viennent, nous allons assister à un développement rapide des choses, a précisé le ministre turc de la Défense. Nous essayons de résoudre au plus vite cette question de l'exportation des céréales, avec notamment l'organisation d'une prochaine réunion entre la Russie, l'Ukraine, l'ONU et la Turquie. L'ONU a un plan sur cette question et nous pouvons dire que dans leur grande majorité, les partis y adhèrent. Pour l'heure, des millions de tonnes de blé et de céréales sont bloquées dans les ports ukrainiens sous blocus ou occupation russe. Avant la guerre, l'Ukraine était le 4e exportateur mondial de blé derrière la Russie, les États-Unis et le Canada. Elle était même sur le point de ravir la 3e place. À elle seule, l'Ukraine exportait 12% du blé au niveau mondial. Le Premier ministre britannique Boris Johnson était ce vendredi à nouveau en déplacement à Kiev. Une visite surprise qui intervient au lendemain de celle de 4 dirigeants de l'Union européenne. Boris Johnson, grand soutien de Kiev, en plus des armes, a proposé de former jusqu'à 10 000 soldats tous les 120 jours. Nous continuerons, comme nous l'avons fait depuis le début, à fournir les équipements militaires dont Kiev a besoin, mais aussi la formation qui est indispensable pour l'utilisation de ces équipements. Ainsi, le peuple ukrainien et ses forces armées seront en mesure d'atteindre leur objectif principal, à savoir renvoyer l'agresseur hors d'Ukraine. Pendant ce temps, sur le terrain, l'armée russe maintient la pression sur plusieurs fronts dans le Donbass. Malgré les bombardements incessants, beaucoup de civils vivant dans l'est du pays refusent de quitter leur domicile. Je ne vais nulle part. Cela n'a aucun sens pour moi de partir. Premièrement, je n'ai pas d'argent. Et deuxièmement, comment pourrais-je partir? Je ne veux pas aller ailleurs et devenir un sans-abri. J'ai un petit bout de terrain ici avec mon petit potager. Alors non, je ne vais nulle part. Mais la guerre continue de frapper le pays. Chaque jour, des dizaines de soldats blessés sont évacués, mais beaucoup ne s'en sortent pas. Kiev déplore entre 100 et 200 soldats tués par jour dans la défense du Donbass. Le principal foyer des combats se trouve à Severodonetsk, où des centaines de civils et de soldats sont toujours bloqués dans l'usine chimique Azot. Selon Kiev, dans la ville voisine de Lysychansk, un bombardement russe sur un bâtiment a fait 3 morts et 7 blessés parmi les civils. D'après le dernier bilan fourni par l'ONU, depuis le début de l'invasion russe, plus de 4 450 civils ont été tués en Ukraine. La 2e édition du forum de dialogue de Prespa se poursuivait à Ohrid en Macédoine du Nord ce samedi. Dernière journée de réflexion pour les chefs d'État et diplomates de la région et de l'UE autour du thème de l'événement, à savoir façonner l'avenir des Balkans occidentaux dans l'architecture de sécurité européenne contemporaine, avec au programme notamment cette recommandation de la Commission européenne aux 27 États membres de l'UE d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne. L'heure est à l'analyse. Pour le président slovène, il est probable que le prochain Conseil de l'Union européenne n'aurait jamais débattu du statut de candidat de l'Ukraine à l'UE si ce pays n'était pas en guerre. Mais je pense que c'est une bonne initiative et je la soutiens.
Je suis l'un des 9 dirigeants à soutenir cette action et l'obtention par le Conseil d'un consensus sur le statut de la candidature de l'Ukraine à l'UE. Je viens cependant parallèlement d'envoyer une lettre officielle au président du Conseil européen, Charles Michel, pour que la Bosnie-Herzégovine obtienne la même chose. Selon de nombreux intervenants à ce forum, donner à l'Ukraine le statut de candidat à l'UE sera un signal important, mais seulement s'il va dans le sens du renforcement de l'engagement européen avec les Balkans occidentaux défini en 2018. Tous les pays qui souhaitent l'élargissement sont sur la même page. La crédibilité de l'élargissement vis-à-vis de l'Ukraine, de la Moldavie, des Balkans occidentaux est la même pour tous. Si les Ukrainiens constatent que même en ce qui concerne de petits pays comme le Monténégro, la Macédoine ou l'Albanie, l'UE n'arrive pas à se mettre d'accord pour aller de l'avant, qu'est-ce que cela peut signifier pour un grand pays comme l'Ukraine ? Si les Balkans occidentaux constatent qu'un pays comme l'Ukraine, qui est en guerre, n'est pas considéré plus que ça en matière d'élargissement, ils se demanderont qui peut alors croire en cette perspective d'élargissement européen. L'Ukraine attend son statut de candidat à l'UE comme un signe fort de solidarité. La qualité de ce message de l'UE dépendra des efforts actuels de la présidence française pour convaincre la Bulgarie de lever son veto à un démarrage des négociations d'adhésion de la Macédoine du Nord et de l'Albanie à l'UE. C'est un jour sombre, mais pas le bout du chemin. Réaction des soutiens de Julian Assange rassemblés à New York ce vendredi, après que le gouvernement britannique a annoncé avoir signé le décret d'extradition vers les États-Unis du fondateur de Wikileaks. Ce dernier fera appel de cette décision devant la haute cour, a assuré son frère. Il a 14 jours pour le faire, mais ce que cette décision signifie, c'est que le journalisme de base, le journalisme que des gens font tous les jours en recherchant des informations et en les diffusant, est maintenant jugé illégal au Royaume-Uni. Âgé de 50 ans, Julian Assange est poursuivi aux États-Unis où il risque 175 ans de prison pour une fuite massive de documents confidentiels. Nous allons nous battre et utiliser toutes les voies de recours, a réagi l'épouse de l'Australien lors d'une conférence de presse. Stella Assange, qui est apparue émue et très inquiète. Si mon mari est extradé vers les États-Unis, les conditions dans lesquelles il se trouvera seront oppressives, tout comme l'affaire à laquelle il est confronté est oppressante. Il ne peut pas bénéficier d'une défense d'intérêt public. Tout cela le poussera à mettre fin à ses jours. Si l'autorisation de faire appel est accordée à Julian Assange, l'audience pourrait ne pas avoir lieu avant le début de l'année prochaine, selon ses avocats. Le sud de l'Europe est frappé par une vague de chaleur exceptionnelle pour un mois de juin. En Espagne, les températures ont grimpé en flèche depuis une semaine, avec des pics de chaleur dépassant régulièrement les 40 degrés. Comme ici à Madrid, qui suffoque depuis plusieurs jours déjà. Il faut être vraiment capable de supporter la chaleur parce que c'est terrible. Je bois beaucoup d'eau et dès qu'on rentre à la maison, on met la clim. Cette vague d'air chaud venue du Maghreb s'étend à d'autres pays européens. Pour les scientifiques, la multiplication et l'intensification de ces épisodes de canicule constituent un marqueur sans équivoque du réchauffement climatique. Face à cette vague de chaleur, la baignade reste un des meilleurs moyens de se rafraîchir. Jusqu'à entre 800 et 1000 personnes sur la journée, donc c'est énorme par rapport aux journées classiques où il y a 3 nuages. Les autorités françaises prennent des mesures pour protéger ceux qui pourraient le plus en souffrir, en particulier les personnes âgées. Depuis le 1er juin, le plan national canicule est activé sur tout le territoire. Mais la meilleure façon de se protéger est de s'hydrater régulièrement. C'est ma deuxième bouteille d'eau en une demi-heure. Il fait très chaud, donc nous devons boire beaucoup d'eau. Dès qu'on trouve un arbre, on s'abrite en dessous parce que c'est assez dur de supporter, surtout pour les personnes âgées. À la chaleur s'ajoute la grave sécheresse qui sévit dans le nord de l'Italie, où il n'a pratiquement pas plu depuis 3 mois et demi. Le manque d'eau et la vague de chaleur ont provoqué l'assèchement du Pô, le plus grand fleuve du pays.